Fermez les yeux une seconde et imaginez pouvoir garder une voix, un rire, une émotion, exactement tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est de cette envie qu'est née les capsules audio Parenthood. Ce sont des enregistrements personnalisés qui sont réalisés tout simplement à distance, notamment avec les enfants, pour capturer des fragments de vie, des récits de naissance, des vœux de mariage, des messages d'anniversaire, les voix de ceux et celles qu'on aime ou les voix de nos enfants. Des berceuses que l'on chante à ses enfants ou des histoires qu'on leur raconte. Je vous accompagne dans l'enregistrement, puis je m'occupe du montage pour transformer ces instants en une capsule audio douce, intime et intemporelle. Et croyez-moi, ces capsules deviennent ensuite de merveilleux cadeaux à offrir ou à transmettre. Si l'idée vous touche, vous pouvez me contacter par message Instagram sur le compte parenthood.ch ou par mail à l'adresse contact@parenthood.ch. Et comme on s'approche de la Saint-Valentin, ces capsules peuvent aussi vous permettre d'avoir un joli cadeau à offrir à une personne qui vous est chère, que ce soit une déclaration d'amour ou des vœux de mariage. Et maintenant, je vous souhaite de bien profiter de ce nouvel épisode de Parenthood. Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. J'aimerais, maman, me sentir contre ton corps comme en dedans, maman, comme avant. J'aimerais, maman, me blottir et rester contre ton sein tout le temps, maman. Il me faut, papa, tes bras pour me sentir conquérante, faire un pas, papa. Il me faut, papa, tes bras pour aller de l'avant vers le monde. Mais souvent... Cette voix douce et envoûtante, c'est celle de Blandine. Vous l'avez probablement déjà croisée au Chapiteau Enchanté à Genève ou au théâtre en compagnie d'Anne-Laure, car sa compagnie propose des concerts de berceuses pour les tout petits et moins petits. En tant que maman, j'ai littéralement été envoûtée et profondément touchée lorsque je l'ai entendue pour la première fois, il y a 3 ans, avec ma petite qui avait alors 9 mois. Je pense que Blandine a ce petit je ne sais quoi qui fait que tant les tout petits que les plus grands restent fascinés et emportés dans sa bulle avec elle. Dans cet épisode, elle nous raconte l'origine de ces 12 berceuses et comment lui est venue l'idée de créer le tout doux, intimement lié à son histoire de maman et de belle-maman. Malgré les conditions dans lesquelles la conversation a été enregistrée, dans une bibliothèque avec du passage, ma fille qui était malade la pauvre, qui m'attendait pour lire tous les livres du rayon enfant, toutes les quintes de tout qu'on a eu et la mauvaise qualité de l'enregistrement en raison d'une erreur de réglage de micro, notre discussion qui oscillait entre maternité, accouchement, vie professionnelle ou encore pression sociétale a été précieuse pour moi et j'espère qu'elle le sera tout autant pour vous. Alors je vous souhaite énormément de plaisir à découvrir Blandine et merci à toi Blandine pour cet échange précieux. Se gorge d'eau au sortir de l'hiver. Oh, comme c'est beau, les primavères au sortir de l'hiver. Bonjour Blandine. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté de participer. Est-ce que tu pourrais te présenter tes activités, ta famille, ton entourage? Je suis Blandine Robin,
Je suis musicienne, auteur-compositeur. Je travaille sur des spectacles musicaux pour les tout petits, pour les adolescents ou adultes. J'écris, je compose et je joue, je chante principalement avec de la guitare et du piano. C'est comme ça qu'on s'est connus. On s'est rencontrés sur le Toudou. Ça fait 3 ans. Les 3 éditions qu'on participe au Chapiteau Enchanté à Genève. Exactement. Et c'est toujours un plaisir de t'entendre chanter. Et je sais que les enfants sont très sensibles justement à tes musiques. Donc, merci. Et ce qui m'a interpellée, qui m'a donné envie d'en savoir plus sur toi, en fait, c'était de voir que quand on a commandé donc ton CD, et puis j'ai vu la petite note où tu parlais de ton fils, Hakim, qui t'a permis en fait, ou qui t'a poussé alors, je sais pas si c'est créé le Toudou ou si t'avais déjà l'idée en tête. Non, j'avais pas l'idée. Non, en fait, oui, j'ai 3 enfants, dont quand mon fils en fait est né, le premier enfant que j'ai mis au monde, il dormait pas. Et très très peu, il dormait un quart d'heure le matin, un quart d'heure l'après-midi, et on précoupait la nuit. Ouais, c'est super court. Et je l'ai un peu baladé partout dans la ville contre moi la plupart du temps, parce qu'il supportait pas non plus la poussette. Et puis j'ai inventé des chansons pour essayer de l'endormir. Ça le calmait. Je me suis rendu compte aussi que certains sons le calmaient, certains sons ensemble l'apaisaient. Et puis voilà, quand il dormait un quart d'heure, tout d'un coup je me suis dit je vais noter ces chansons quand même. Et après je me suis dit ouais, je pourrais faire des arrangements à la guitare ou au piano. Et puis après je me suis dit ça serait chouette un concert de berceuse où les gens viendraient avec leur bébé, leurs jeunes enfants pour décompresser. Oui. La vie de maman. Oui. Oui, parce que je précise que ma fille Anya est avec nous. Ouais. Un petit peu malade, mais pour aujourd'hui, donc on n'a pas eu d'autre choix que de venir avec maman. Mais ça, c'est plutôt chouette parce qu'elle t'avait déjà vu, elle te connaît, donc elle était super contente de te revoir. On se connaît, tu connais ma voix. Ça, on t'étouillant, tranquille. C'est la belle vie, hein. N'est-ce pas? Oui, du coup, tu disais que c'était pour se faire décompresser les enfants, mais aussi les parents, alors. Ouais, mais à un moment, je me suis dit que c'était quand même, il y avait beaucoup de stress. Je reste toujours persuadée de ça. Je pense que c'est même un peu exponentiel. Mm-hmm. Dans la vie de parents, tu veux dire? Ou en général? Dans la vie, dans la société dans laquelle on évolue en général. Ouais. Il y a du stress énormément, ce qui sert absolument à rien, d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça sert à produire plus. Mm-hmm. Mais en vrai, je trouve ça assez contre-productif. Et au niveau personnel, c'est une catastrophe. Moi, je m'étais dit, ce serait un moment où les gens viennent juste décompresser. Oui, c'est l'effet que tes concerts produisent, en fait. C'est qu'on a l'impression de rentrer dans une bulle. Et alors, ce qui est difficile, c'est de ressortir de la bulle, petit à petit. Mais on a vraiment cette sensation d'être dans une bulle, en fait. C'est super agréable. C'était cette idée de pouvoir avoir un endroit un peu safe comme ça. Et avant que tu nous racontes un peu du coup ton histoire de maman, quand tu parles justement de cette notion de stress, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours ressenti ou c'est quelque chose qui est vraiment devenu plus fort à la naissance de tes enfants, où tu t'es rendu compte qu'on n'arrivait pas en fait à suivre le rythme de la vie au quotidien qu'on nous impose? C'est super difficile par moment quand on est parent. Ouais, je saurais pas dire. Moi, j'ai grandi à la campagne, donc la notion de stress, c'est beaucoup oui, aussi. présente. Quand je suis arrivée en ville, j'ai pris régulièrement du temps pour partir dans la forêt. Mais c'est vrai qu'avec un enfant tout petit, en plus assez nerveux, c'était pas simple de cumuler le tout. Nous, on avait encore, en plus moi, j'avais un groupe pop rock en chanson à ce moment-là, donc j'évoluais dans un milieu qui était pas du tout le même. C'est beaucoup plus sympa d'être dans les chansons pour tout petit parce que c'est un rythme qui correspond aussi à la famille. Oui, c'est ça. Là, c'était un rythme qui correspondait difficilement à une vie de famille. Parce que t'étais déjà devenue maman à ce moment-là? Ouais, je continuais en fait la création dans les musiques actuelles en étant maman. Et là, ça commence à devenir rock'n'roll. C'est le nom quoi. Et là, effectivement, il y a du stress quand même. C'est vrai. C'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis dit ouf. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on m'a proposé à ce moment-là de participer à une étude universitaire sur les conséquences du stress maternel sur le stress de l'enfant. Et j'ai accepté donc de participer avec Hakim, qui est tout petit à l'époque, qui devait avoir 1 an.
Il continue, hein, maintenant, il a bientôt 13 ans et régulièrement, ils reviennent vers nous pour Ah oui? continuer l'étude. Ouais. Ah, c'est une étude sur le C'est une long étude terme. sur le très long terme. Ouais. D'accord. Donc, il y avait quand même cette idée que c'était vraiment trop stressant. Mhm. Enfin, pour tout le monde. Et par rapport à cette étude, vous avez déjà des premiers résultats ou pas avant longtemps? Pas encore. D'accord. J'aimerais bien, hein, je leur ai demandé, ils m'ont dit non, mais là, on est dans les dernières phases, mais pour l'instant, Ok. T'as mentionné le fait que tu avais 3 enfants. Oui. Comment est-ce que tu es devenue maman? Est-ce que de base c'est quelque chose qui te donnait envie ou c'est venu avec le temps? Tu sais, souvent ça dépend aussi de l'environnement dans lequel tu grandis. Si tu t'es entouré d'enfants dans une famille nombreuse ou autre, parfois ça te donne soit pas du tout envie d'avoir c'est vrai. J'ai envie Au d'avoir toute contraire, une craquée de. C'est ça. Ben déjà, moi, j'ai rencontré mon amoureux, mon mari actuel, quand j'avais 20 ans, et lui avait une petite fille. Il avait une vingtaine d'années aussi. Quand je l'ai rencontré, elle avait 3 ans. Donc, c'est mon premier enfant, de toute façon, même si Ouais. on n'a pas habité ensemble. Voilà, c'est aussi ma première expérience de parentalité. Voilà, après, j'ai attendu quand même pas mal de temps, puisqu'elle a 8 ou 9 ans d'écart avec son frère. Voilà, après, on a décidé d'avoir un enfant ensemble. Hein. On a eu un garçon qui s'appelle Hakim. Voilà, moi, j'avais assez envie d'avoir des enfants. J'ai juste patienté. Te sentir prête? Ouais, et puis que mon conjoint soit prêt aussi, enfin qu'on soit prêts tous les deux. Et puis voilà, après on a attendu encore plusieurs années puisque Hakim et Ella, donc la dernière, ont aussi 8 ans d'écart. Voilà, moi le seul truc par rapport aux enfants, c'est que je veux pas avoir 2 enfants en bas âge. Et le bas âge s'arrêtant dans mon esprit à 7 ans. Ouais. Il était hors de question que j'ai 2 enfants petits. Tout bêtement, j'ai très très vite compris que j'arriverais plus à créer. Parce que l'espace, plus encore que l'espace en temps, c'est l'espace émotif qui est très très impacté en fait. Cette espèce de pensée et de temps pour mes propres émotions, et qui est consacré à un être qu'on a besoin, Ouais. qui dépend particulièrement dans mon cas, dans mon couple, parce que ça peut être différent pour d'autres gens. Mes enfants, sur ce qui concerne les émotions, et c'est chez moi qu'ils viennent. Ils vont pas vers leur papa, ils viennent me voir moi. Donc cette charge-là, enfin cette charge ou ce bonheur ou les deux, Ouais. c'est moi qui l'assume. Et je peux pas créer. Oui, plusieurs. S'il y a trop comme ça, et surtout tout petit en plus avec tout ce que ça implique au niveau logistique, quoi. Oui, c'est ça, c'est que les tout petits aussi, ça implique que tu sois disponible en tout temps, en toute heure. C'est ça, ils ont pas. À 100%, à 2000%. C'est un rendez-vous de 10h à midi. C'est ça. Puis après, par contre, tu me laisses. Hein. On a essayé, mais ça marche pas, ça. Non. Ouais. Et alors, quand t'as rencontré, du coup, ta première fille, la fille de ton mari, comment ça s'est passé, alors, cette découverte, en fait, de la parentalité? Tu dis que t'as apprécié, que c'était ta première expérience. Mais comme vous étiez jeune et tout, comment ça s'est passé pour toi? Déjà, c'est un peu différent parce que elle habitait chez sa maman. Moi, je la voyais un week-end sur 2, la moitié des vacances, disons. Mais je me souviens m'être levée souvent très tôt parce que son papa travaillait la nuit. Donc souvent, c'est moi qui me levais le matin. Et je me suis dit, bon, ça va, on va attendre un peu, quoi. Ouais. Mais c'était chouette, on a fait plein de choses ensemble. Après, plus tard, quand on a eu Hakim, ça a impliqué aussi cette fois la fratrie, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés liés, voilà, par ma présence. Elle avait un frère et donc maintenant une sœur, et que donc ça nous lie de manière pour la vie, quoi. Donc c'est un petit peu différent, pas que c'était différent pour moi dans mon ressenti, mais je me rends bien compte que pour elle probablement c'est quelque chose de plus établi. Et dans ce cas-là, après il y a les conflits entre frères et sœurs, c'est là que je veux en venir. Donc je deviens parent de manière plus claire, il y a une fratrie, quoi. Oui. Il y a une fratrie à gérer. C'est-à-dire qu'en plus moi j'avais décidé d'être engagée dans la relation. Donc j'avais 2 choix, je pense. En rencontrant mon époux, qui avait une petite fille, c'est soit je me disais, un week-end sur 2, je vais ailleurs et puis je les laisse vivre. Soit, je considère que je suis engagée, donc je suis parent. Oui. Et c'est cette option que j'ai prise. Donc à partir du moment où je l'avais prise, pour moi, c'est très clair. Elle était encore petite. Donc pour elle, est-ce que t'arrivais à avoir ta place
Je me demandais en fait si ça se fait de façon assez fluide ou si c'est quand même, il y a beaucoup de questionnements et tout qui viennent en tant que beaux-parents. J'avais écrit une chanson d'ailleurs là-dessus, une chanson d'amour quoi pour elle, sur le fait que j'étais ni le père ni la mère, mais éventuellement un radeau, un ruisseau, enfin quelque chose sur lequel on peut éventuellement se raccrocher en cas de C'est beau. déluge. Dommage. Et que j'étais vraiment engagée dans la relation. Moi, j'ai décidé que j'aimais, donc à partir du moment où j'ai décidé que j'aimais, j'ai tenu ma ligne. Oui. Même par tempête, même quand avec son père on a eu les moments où on a pensé à se séparer, elle était peut-être un peu voilà, c'est un peu délicat pour les enfants qui sont pas issus de cette union-là. Moi, j'ai juste tenu ma ligne puisque j'ai décidé d'être parent. À partir du moment où on décide d'être parent, on est parent pour tout le temps, quoi. C'est pas, je reviens pas en arrière en fait là-dessus. Donc la question se pose pas vraiment. Mais j'ai conscience que évidemment quand dans la famille arrive un frère et une sœur, et d'offrir une fratrie, c'est encore une autre dimension en fait, pour la famille, voilà. Oui, effectivement. Et puis justement, alors comment s'est passée l'arrivée de son frère? C'était un peu rock'n'roll. Bon, elle était assez grande pour comprendre quand tu l'attendais. Oui, bien sûr, elle avait 9 ans. Ouais, 9 ans. Elle était très contente d'avoir un frère. Après, dans les fêtes, c'est toujours, je pense, compliqué pour les familles où les parents sont séparés. C'était pas une garde partagée, elle habite quand même un peu plus loin. Donc finalement, son frère était constamment avec son père et pas elle. Enfin, je pense que c'est compliqué à vivre intérieurement. T'as senti qu'il y avait des moments où elle avait envie d'être plus présente ou que c'était un peu difficile d'être séparée? J'ai senti que c'était conflictuel, tout ça. Mais après... Et par rapport à toi, alors, comment ça s'est passé, l'arrivée? Puis là, vous étiez prêts tous les deux. À partir du moment où vous avez pris la décision et que vous avez découvert que tu étais enceinte, comment ça s'est passé? Bon, bien. Je me rappelle pas de quelque chose je me rappelle que c'était très joyeux, qu'elle était très contente d'avoir un frère, enfin, de voir arriver un autre enfant. Un frère, parce qu'on a su après que c'était un garçon. Voilà, après, je dirais que c'était un peu plus tard, que c'était un peu plus conflictuel. Voilà, on avait aussi des vies très actives. Moi, j'ai très très bien vécu ma grossesse. En tout cas, particulièrement la première parce que j'étais en pleine forme. J'avais énormément de temps aussi pour la vivre. Oui, ça change beaucoup. Hein. Exactement. Donc toute la grossesse super. Après, je me souviens de cette période où autant pour déjà j'étais très soulagée d'avoir un garçon parce que j'étais pas du tout prête à avoir une petite fille à qui je donnerais naissance, quoi, qui viendrait de mon ventre. Et puis tout s'est passé très très bien. Je me souviens des premiers mois avec ces rêves. C'est marrant, ces premiers mois où on règle des trucs. Il y a des trucs à régler, mais c'est étonnant. Je crois quasiment toutes les femmes racontent ça. Ouais. Que les premiers mois, il y a énormément de rêves et de choses très intenses. Comme si ça venait travailler en profondeur sur l'arrivée d'un enfant. Oui, il y a ce côté rêve, et puis vers la fin de la grossesse, il y a l'autre aspect où on est plutôt ce qu'on appelle la période de nidification. Ouais. Où là, tu prépares inconsciemment. Inconsciemment, il y a 40 Tupperware. Je sais quoi, pour elle là, je crois que je faisais des Tupperware et des Tupperware dans le congèle. Ouais, t'étais avisée par rapport au premier, donc j'imagine que t'as voulu être bien organisée pour la deuxième. Je sais pas, j'avais un trip avec la nourriture, qu'il fallait que les choses soient prêtes. Mais mon époux travaillait beaucoup le soir. Je pense que c'était pas juste pure folie maternelle pour le coup. Je pense que c'était surtout parce que je savais que j'allais avoir, pas au début, mais peut-être dans les semaines d'après, probablement pas mal de choses à gérer, et que donc c'était pertinent d'avoir des trucs au congèle. Ouais, et puis surtout avec déjà un premier. Des plats à sortir, genre comme ça. Ouais, et puis du coup pour revenir sur la grossesse, tu disais que au début, c'est rêve, où tu règles certaines choses, et le reste de la grossesse, et puis l'accouchement, comment ça s'est passé? Le reste de la grossesse, c'est tranquille. En tout cas, pour Hakim, pour Elas, la fin de la grossesse, c'était difficile.
j'ai commencé à avoir des très gros maux de tête. J'avais chopé une infection dentaire et ils ont pas vu. Ah ouais. Donc c'était interne à la dent. Ils ont pas voulu faire de radio. Ils ont pas vu. Et moi, ça me prenait tous les sinus. C'était affreux. J'avais des maux de tête terribles. Donc j'ai pu régler ça après. Et puis en plus les muqueuses sont très très fragiles pendant ce temps-là. Donc Oui. c'était un peu chaud. C'est vrai qu'en plus, ouais, cette histoire d'infection dentaire, c'est pas évident. Non, c'est pas le parce que c'est pas le bon moment, quoi. C'est ça. C'est Donc surtout pas le bon moment. J'étais fatiguée, mais de mes 2 accouchements, je me souviens que le premier, j'ai voulu faire la préparation au yoga, et puis je suis allée dans une petite maternité à Aix-les-Bains. J'étais en France à ce moment-là, qui permettait les accouchements en douceur. Et puis en fait, quand je suis arrivée là-bas, ils accompagnaient pas du tout. Hein. La salle est tamisée, on peut mettre de la musique, super. Mais par contre, tu dois être prête. Quoi. Ouais. Et puis pour un premier accouchement, j'ai jamais réussi à faire cette méthode accroupie là. C'est possible. Il aurait fallu des gens qui accompagnaient. Oui. Oui, parce que t'étais Voilà. littéralement toute seule. Bah de temps en temps, il passait quoi. Ah mais... oui, ouais, d'accord. Non. Franchement, Mathieu, m'a dit la même chose. Il m'a dit, ils étaient. Parce que du coup, tu avais fait une sorte de préparation quand même j'avais avant, fait mais malgré une tout, préparation, ouais. mais ça a pas suffi. Non, c'est sûr. Je pense qu'au bout de 10 heures de temps, j'ai quand même demandé une légère péridurale. Ils m'ont dit, l'anesthésiste est là, vous voulez une péridurale? Et j'ai dit, oui, mais légère, parce que je pense que là... Et j'étais épuisée. Donc le gars est venu, je me souviens de cette scène-là, parce que c'est quand même assez représentatif de ce milieu. Il vient et il va pour piquer, il dit surtout vous bougez pas, et moi je dis ah non mais là il y a une contraction qui arrive, donc je vais pas pouvoir rester immobile. Donc je dis mais vous vous débrouillez, sachant le risque d'une péridurale mal placée. Et heureusement, il pouvait pas simplement attendre que la contraction non, passe. il était con comme une brique, excuse-moi. Enfin je veux dire à un moment, et heureusement la sage-femme est arrivée, a regardé le moniteur et a fait vous piquez pas. Voilà. C'est pour donner un peu l'ambiance. Ouais. Et bon, mon fils est né sans problème spéciaux. Et pour la deuxième, là, on est allé à la maison de naissance. Et là, c'est une autre ambiance quand même. T'étais ici ensuite? À la Roseraie, ouais. Et là, elle est née... Enfin, bon, déjà, franchement, deuxième, c'est quand même beaucoup plus relax. Enfin, pour moi, elle est née beaucoup plus rapidement. C'est bon, enfin, c'est bon, le chemin a été fait. Et surtout, elle est née dans l'eau. Enfin, c'est très beau à voir. Elle est née sous l'eau. C'est ce que tu avais préparé ou ça s'est fait un petit peu sur les moments? Non, ça s'est fait sur le moment. Je suis arrivée, on avait vu la salle d'accouchement. Ça n'a rien à voir avec une salle d'accouchement d'hôpitaux. Il y avait ce grand lit avec ces draps pour se tenir, quoi. Il y avait, mon mari me massait énormément pour m'aider. Puis après, tout est allé très vite. Franchement, elle est née, j'ai dû arriver à 1h30, elle est née à 4h30. Et à un moment, je suis rentrée dans l'espèce de jacuzzi. C'est pas un jacuzzi, mais on va dire jacuzzi. C'est vrai, quand on dit ça comme ça, on a l'impression que c'est un peu le spa et tout. Mais oui, c'était vrai, je t'assure, quand je suis rentrée dedans, c'était le spa pour moi. Puis je ne suis jamais ressortie après, c'était hors de question. Ouais. Donc elle est née, je l'ai vue naître sous l'eau, elle est sortie sous l'eau. Waouh. C'était très joli à voir. Donc, ça se voit sur toi que tu revis un beau moment, en fait. Ouais, vraiment. Là, pour le coup, je me rappelle de mon époux me disant, oh, mais, je sais pas, genre, 3 heures après l'accouchement, on pourrait en refaire un. Et moi, me disant, quoi? Ça va pas? T'es fou? Plus jamais. Donc, c'était bien, mais c'était pas une glace au chocolat, quoi. Comme plus, quoi. Enfin, je veux dire. Mais si ça se trouve, le taux démographique, il tient à ça, en fait. Qu'on ait plaisir à... Il tient à ça, je veux dire, que oui, effectivement, qu'on ait plaisir qu'on trouve du plaisir dans les naissances, et que des deux côtés, hein, la maman et le papa. Ça pourrait être un mode de vie aussi plus tranquille, hein. Je pense qu'on a... Ouais, je pense que c'est une combinaison du mode de vie plus tranquille et qu'on soit un petit peu mieux accompagné comme dans la parentalité, qu'on soit moins livré au stress, moins isolé. Et puis aussi, bien sûr, ce qui est quand même moins de traumatisme lié à la naissance. Parce que tu parlais du milieu hospitalier, mais c'est vrai que... Franchement, ils sont... Ouais. Mais pas les sages-femmes, hein. Oui. On parle pas des sages-femmes ou des sages-hommes, je sais pas. On parle plus du protocole hospitalier, effectivement. Ouais. C'est quand même très, très rigide, hein. Et là, quand tu vois même simplement le fait que t'aies pas forcément le droit de choisir ta position. Non, mais ça, c'est absurde, hein. Enfin, je veux dire... Ouais. Puis, c'est un peu plus pervers que ça, parce que là, moi, je me souviens, c'était... Non, mais choisissez, mais bon, on voit bien que vous n'allez pas y arriver. Ah ouais. Ça, c'est une perversion, en fait. Vraiment, de penser. Plutôt que d'accompagner quelqu'un dans une volonté en faisant confiance en fait à son
à ces possibilités, tout en disant si vraiment il y a un problème, bah là on va intervenir de manière médicale et c'est là qu'on intervient parce que là c'est juste d'intervenir pour sauver la mère et l'enfant, ou l'un des deux malheureusement des fois. Enfin, je veux dire, mais parce que il y a un problème. Oui, c'est ça. Mais en temps normal, accompagner un accouchement, c'est partir du principe que Qu'il va y avoir un problème. qu'il va pas y avoir de problème. Ah oui, pardon, moi j'étais dans le protocole. Voilà, et dans le protocole. Bon, mais ce que je peux comprendre, parce que c'est pas si loin, ce moment où nos grands-mères, enfin moi j'ai dans mon histoire familiale 2 arrière-grand-mères mortes en couche. Ouais. Enfin, une en couche et une enceinte. C'est quand même. C'est très lourd à porter. Ouais. Et je suis pas la seule. Dans mes histoires familiales, c'est quelque chose qui arrive. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, les naissances, enfin l'accouchement reste, je crois, une des premières causes de natalité, de mortalité dans le monde. Chez les femmes dans le monde. Ah bah, je pense bien, parce qu'on n'est pas tous au même. Et d'ailleurs, je me souviens de quelque chose que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on m'a pas prévenu? Parce qu'après, j'ai lu que quasiment toutes les femmes avaient ça. C'est que moi, au moment où c'était le plus dur, mais où on était le plus proche finalement de la fin du travail, enfin de l'accouchement, je me suis dit que j'allais mourir. Et il semblerait que c'est quasi toutes les femmes qui disent ça. Et pourquoi on n'est pas au courant? Enfin, à quel moment on oublie de nous dire qu'à un moment on va se dire qu'on va crever? Enfin, et que c'est normal. Que ça va passer. Voilà, que ça va passer, et que c'est que justement on arrive à la délivrance. Et pourquoi dans aucune... Enfin, moi, on m'a pas dit ça. Parce que là, tu fais référence à ton premier ou ton deuxième accouchement? Le deuxième, je le savais parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. J'ai commencé à discuter avec d'autres femmes. Ouais. Mais au premier avec ta péridurale légère, c'est ce que t'as ressenti? Mais je pense que j'ai même fait des péridurales... À quel moment je me suis dit ça? Il y a un moment où je me suis dit, non mais en fait, je vais y passer, quoi. C'était par rapport à la douleur des contractions et l'engagement, j'imagine, de ton fils. C'était global, hein. C'était global, je me suis dit, je vais pas y arriver. Et ça, je pense que c'est quasi, on est quasi à 100%. Alors, pourquoi ce message est pas transmis? C'est un peu le travail que font beaucoup de personnes justement maintenant. Bah oui. Mais alors peut-être que ça se faisait avant, mais qu'on n'avait pas les bonnes sources. Je sais pas exactement. Donc à un moment, ces sources ont été coupées. Aussi. Il semblerait quand même qu'à un moment, ces sources qui étaient transmises de femme en femme, puisque cette transmission se faisait de femme en femme, à un moment a été interceptée par un milieu peut-être plus masculin qui a cessé de transmettre. Enfin, où les femmes ont cessé de transmettre aussi facilement, avec autant de légèreté, de légèreté. Mais c'est vrai que quand on y pense, à l'époque, les accouchements, c'était quand même principalement féminin. On était entouré que de femmes qui avaient accouché, qui étaient passées par là et qui savaient. Et après, c'est passé entre les mains du corps hospitalier. Tout à fait. Enfin, du corps médical, pardon. Et qui était principalement masculin. Et voilà. Et donc, du coup, avec ses avantages et ses inconvénients. Effectivement. Mais là, enfin, du corps médical, pas le fait qu'il soit masculin, il aurait été féminin. Enfin, je veux dire, des découvertes de la médecine, mais je pense qu'il y avait quand même une certaine prise de distance aussi par rapport à la situation, le fait de pas forcément avoir vécu un accouchement, parce que même une femme qui n'aurait pas forcément accouché aurait pas forcément vécu en fait ce qu'il pouvait y avoir dans l'après, comme tu le disais, tu vois, cette douleur de la délivrance par exemple, tant qu'on l'a pas vécu. Il y a beaucoup de femmes qui elles-mêmes sont sages-femmes et qui ont expliqué que tant qu'elles n'avaient pas elles-mêmes mis au monde un enfant, elles n'auraient pas imaginé en fait que théoriquement elles avaient cette douleur qui est très angoissante en vrai. Qui est très angoissante, mais parce qu'il faut donner naissance. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est quand même la responsabilité, c'est quand même la 2 personnes qui sont en jeu en fait à ce moment-là. Enfin, peut-être je suis assez angoissée comme personne, mais je veux dire, c'est un moment qui est angoissant. C'est un truc. Alors on peut dire oui, quand on est en voiture, alors mais là, je veux dire, on dépend de personne à part finalement la mère et l'enfant. C'est une histoire qui se passe à ce moment-là. C'est une sacrée responsabilité, je veux dire. Mais oui, il y a cette responsabilité, et puis il y a aussi ce sentiment, je pense que que si tu pousses encore, il y a quelque chose enfin voilà, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Donc c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se bloquer aussi, et puis moi je me souviens de l'épuisement. C'était épuisé. En fait, peut-être j'aurais dû manger. C'est-à-dire que ce truc très cadrant fait que j'ai pas agi intuitivement.
Alors que la deuxième fois, j'étais extrêmement intuitive. Ouais. J'ai fait de manière automatique tout ce que je devais faire. Et dans mon positionnement, dans le rapport que j'avais aux autres, et là, peut-être que intuitivement, je serais allée manger. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, la maternité, on t'interdit. Bah oui, au cas où il y aurait une intervention, Ouais. mais ça se trouve, j'aurais chopé un truc et je l'aurais dévoré pour pouvoir avoir l'énergie qui me manquait à ce moment-là, quoi. Ouais. Puisque je peux pas dormir. Alors effectivement, quand il a fait la piqûre, après j'ai dormi. Je me suis écroulée une demi-heure, ce qui était salvateur parce que j'avais de l'énergie, mais ça se trouve manger aurait été aussi bien, quoi. Je sais pas. En tout cas, c'est pas spontané, quoi, tout ça. Oui, cette notion d'intuition dont tu parles aussi, c'est tellement important dans un moment comme ça. Ouais, quand même. Parce que là, pour le premier accouchement, du coup, finalement, ton intuition, elle était quand même très limitée puisque tu dis que tu suivais un petit peu, on t'orientait, on t'accompagnait pas spécialement. Ah, puis je suis une jeune, dans un sens, je suis une jeune femme. Moi, j'ai déjà 27 ans. À une époque, on aurait dit que j'étais presque déjà proche de la ménopause, suivant l'époque. Mais là, je suis une jeune fille qui a pas d'expérience de la naissance. Franchement, je suis pas accompagnée. Elles sont gentilles, tout le monde est gentil avec moi, à part cet anesthésiste qui est vraiment odieux au possible. Ouais. On se demande pourquoi il fait ça, s'il a tellement peu de respect ni pour les femmes qui accouchent, ni pour les enfants à naître. Je veux dire, il pourrait aller jouer au tennis, ce serait pareil. Et je suis un peu fâchée. Hein. Mais il y a personne qui accompagne là. C'est-à-dire qu'au lieu d'être accompagnée dans mon intuition, parce qu'en vrai, il y a un peu que moi qui peut savoir. Alors après, s'il y a un problème, c'est-à-dire si la naissance se passe très mal, là, il y a des gens qui peuvent intervenir en disant bon bah on prend le relais. Je veux dire parce qu'il y a plus le choix et ça va être un relais médical. Mais jusqu'à ce moment-là, il y a une seule personne qui peut savoir, c'est moi. Et pourtant, personne me valide à aucun moment. Et comme je suis jeune, je suis terrorisée. Ouais. Je suis terrorisée, je doute, je me dis est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est juste? Mais c'est très fort. C'est très fort ce que tu dis, mais ça fait écho avec beaucoup de témoignages que j'ai entendus de mamans qui expliquaient qu'effectivement, on les écoutait pas. Ah non, mais du tout. On les écoutait pas du tout, alors que, et certaines même, c'était pour leur deuxième, leur troisième fois, mais on les écoutait toujours pas. Ah bah alors moi, là, j'étais deuxième, c'était no way, quoi. Déjà, je voulais pas du milieu hospitalier, alors ça, là, c'est un rejet. Après, forcément, non, moi, j'ai pas envie de devoir traiter avec une autorité, en fait. Parce que finalement, j'ai perçu ça au bout d'un moment comme une autorité. Je suis en train de donner naissance, j'ai pas envie d'avoir une autorité en face de moi. Justement, je suis dans une puissance. Non, c'est bien le moment où il me faut pas d'autorité. Donc, je suis allée directement vers la maison de naissance. Par chance, c'était... Merci. Je vais donner un doudou. T'es chou. Par chance, c'était possible. Enfin, je veux dire, il y avait aucun problème. Donc c'était facile. Tout ça. Du coup, par rapport là, tu parles de l'accompagnement, du fait que tu suivais plus ton instinct, ton intuition, que ça veut dire qu'aussi après, tu t'es sentie plus forte. J'étais très, je me sentais très forte. Je pense, mon époux m'a raconté que quand ils ont posé l'enfant sur moi, Hakim a escaladé en fait mon ventre pour attraper le sein. C'était un peu ça. Il arrivait comme un dinosaure. Là, je me disais, nom de bleu, il va me sucer la moelle, il va me vider. C'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, j'ai perdu un poids incroyable. J'arrivais pas à contenter son appétit. Il a voulu prendre un moment son fils après et que je l'ai pas autorisé à approcher. Donc, ah ouais. Je pense que j'étais dans une très grande force, un peu bizarre, un peu presque animale comme ça. Je me suis pas du tout rendu compte. Hein. J'ai carrément, je l'ai, c'est un mec balèze, hein. Et il fait quand même un peu peur comme ça par sa posture. Là, j'ai sorti les griffes. Il pouvait pas du tout approcher son enfant jusqu'à ce que ça soit ok. Donc peut-être 20 minutes ou 30 minutes après, moi je venais de donner naissance. Il était hors de question que personne, même le père, approche. Ouais, c'est marrant. L'enfant, c'est étonnant, hein. Ouais. Et je m'en souviens pas. Quoi, c'est étonnant et pas étonnant en même temps. C'est un peu l'instinct animal aussi qu'on a par rapport aux enfants. Là, pour le coup, c'était un instinct bien animal, parce que j'en ai aucun souvenir en plus.
Et donc j'étais dans une grande force. Pour dire que c'était pas déconnecté, c'est tout d'un coup. Ouais. Et donc par la suite, j'étais aussi dans une grande force. J'en avais besoin d'ailleurs parce que l'enfant il dormait peu, il avait besoin d'extrêmement se nourrir et il grossissait pas. Que je le nourrissais, il grossissait pas. Enfin, c'était très nerveux. Donc on a moi j'étais sèche. Épuisée. Et non, bizarrement pas. Même en étant, j'avais vraiment beaucoup d'énergie. C'est ça, c'est qu'en fait, il y avait un package. Ça, j'ai souvent parlé avec des copines qui avaient très peur d'avoir des enfants parce qu'elles disaient mais je vais jamais m'en sortir. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que chaque enfant arrivait avec un package énergétique, quoi, genre une espèce de trousse de survie pour 6 mois, 1 an, peut-être même un peu plus. Parce qu'en fait, sinon, on ferait des infanticides tout le temps. C'est pas possible de tenir avec 3 heures de sommeil par jour, du boulot dans tous les sens, à peine le temps de manger. Enfin, pour ma part, non, mais c'est pareil. Il y aurait des infanticides tout le temps. on aurait fini l'espèce depuis longtemps. C'est vrai. Donc ils arrivent quand même avec de la mignonnerie à plus savoir qu'en faire et quand même un package de survie, quoi. Ouais. Mais c'est ce que beaucoup de personnes disent justement, qu'il n'y a que ton enfant en fait qui peut te pousser aussi loin dans ton retranchement, mais en même temps te donner autant de force et qu'il y a vraiment ce complexe. C'est très contradictoire en fait, tout ce qu'on peut ressentir. Je pense que c'est assez même hormonal. Je pense que c'est un genre de paquet hormonal qui arrive. Enfin, il semblerait de toute façon que ce soit le cas pour les femmes, peut-être même pour les hommes, qui arrive avec la naissance et qui permet de s'en sortir, d'avoir assez d'énergie. Et s'il n'y a pas ce paquet-là, bah là, c'est la dépression directe. Oui, enfin, moi, je veux dire, j'ai des amis qui ont fait des dépressions postpartum terribles. Visiblement, il n'y avait pas le paquet qu'aurait dû avoir qui permet de tenir face aussi à toutes les angoisses que peut générer l'arrivée d'un tout petit dans toute cette fragilité. Oui, parce que tu parlais de la responsabilité qu'on a au moment de l'accouchement, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup cette notion de responsabilité après, de se retrouver face à l'envie d'un tout nouveau-né et de pas forcément savoir comment faire, d'avoir peur à chaque moment de chaque action qu'on peut faire, de dire qu'on doit les nourrir, mais il faut les nourrir bien. Voilà, il faut qu'on fasse attention à chaque geste qu'on fait. Et que c'est aussi un paquet de responsabilités qui arrive et tout dans la vie des parents. Voilà, par exemple pour ma deuxième fille, elle est née et puis ça allait bien pendant 3 semaines et tout d'un coup elle a commencé à plus téter correctement, grossir. Puis on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé pour elle. Pour moi émotionnellement il se passait beaucoup de choses à ce moment-là, donc il y a peut-être une corrélation. En tout cas, j'ai plus pu lui donner de sein alors que j'avais abondamment du lait, normalement, et elle le supportait plus ou n'arrivait plus à le téter même. Elle n'arrivait plus à téter. Enfin, on a ici plein de trucs. Bref, ça a pas marché. Il a fallu lui donner le biberon. Elle supportait pas le lait de vache, ni le lait de chèvre, ni même le biberon. Enfin, c'est une angoisse comme ça. Tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je sais, la sage-femme, j'ai dit, mais là, je suis dans un pays où ça joue, mais en fait, si je m'étais retrouvée ailleurs, je fais quoi, en fait? Elle me dit, là, vous êtes dans un endroit où c'est safe. C'est vrai que si vous étiez ailleurs, vous serez certainement en train d'essayer de sauver votre enfant à la petite cuillère, quoi. Toute la journée, à essayer de lui faire boire un peu du lait maternel ou d'essayer de trouver quelque chose qui puisse absorber. Et c'est très angoissant. Et puis, c'est avéré qu'elle avait quoi? Vous avez su finalement? Il semblerait que ce soit une intolérance très précoce, ou une intolérance au gluten et au lactose. D'accord. Le gluten est apparu après. Voilà, mais on lui a donné à manger très très tôt. Enfin, mais voilà, pour dire que ce stress, il est présent tout le temps parce qu'il peut y avoir, et ça c'était pas si grave, il peut y avoir des choses quand même très compliquées dans la gestion d'un enfant au bas âge. Si ça ajoute à ça un métier plus ou moins stressant, des contraintes professionnelles ou ce truc de dire oui, c'est pas parce que vous avez un enfant en bas âge que vous pouvez pas faire ci ou ça, enfin ce manque de souplesse, que ça devient très compliqué. Après, moi il me semble qu'on est moins souple par rapport aux jeunes enfants maintenant que ça l'était il y a longtemps, puisqu'on peut plus emmener les jeunes enfants quasiment dans le milieu professionnel, alors que moi j'ai entendu quand même pas mal d'histoires où
sur la génération d'avant, il y avait des gens qui venaient avec les couffins, quoi. Ah oui? Profession dans le bureau, milieu tu professionnel. Bah, par exemple, je me suis discutée avec une collègue qui travaille dans un bureau. Elle, pendant un moment, elle venait avec son bébé. Ouais, je veux dire, comment on intègre les enfants à la société, ça pose une question quand même. Ouais. Tu vois, là, on est en train de faire l'interview, il y a ta fille. De temps en temps, elle interrompt. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment... Oui. Est-ce que c'est vraiment gênant? Oui, puis c'est vrai que souvent ça paraît moins stressant parce que pour moi, je sais que je suis avec une personne qui comprend. Ouais. Et qui a eu des enfants petits, qui a des enfants qui comprend en fait ça. Mais c'est vrai que si je devais l'imaginer dans mon activité professionnelle en parallèle, même avec des collègues qui ont toutes tous des enfants, quasiment, c'est vrai que j'ai plus de mal à l'imaginer quand c'est plus formel. Parce qu'on nous a formés comme ça, en Vraiment. fait. C'est vrai qu'il y a cette barrière qui fait qu'on ne doit pas mélanger, en fait, notre vie familiale et notre vie professionnelle. Parce que, par exemple, moi, je travaille un jour dans un EMS. C'est plutôt une chose que je défends dans l'autre sens. Je suis dans un service d'animation, donc je fais des ateliers musicaux et j'ai toujours emmené mes enfants. Je pense que c'est apprécié aussi, j'imagine. Mais justement, en fait, c'est là où ce truc du formel devient complètement pervers, c'est que des personnes, on a tous besoin d'être confrontés aux autres générations et de vivre avec les autres générations. Si t'as des personnes qui sont entrées en EMS et qui se retrouvent par là même coupées de la vie en collectivité, ben c'est quand même dommage de justement pas amener les enfants. Parce que c'est ramener la vie en collectivité là où elle doit être. Oui, et puis le mélange, le contact entre les différentes générations aussi, il est essentiel. Bah, en fait, ils se nourrissent les uns des autres. Puis nous, on le vit au quotidien. Je veux dire, on n'est pas, moi, je suis pas en train de vivre juste avec ma génération. Enfin, ce serait, même si j'apprécie beaucoup de gens de ma génération, mais je veux dire, ce serait un calvaire. J'ai pas du tout envie de vivre avec que des gens de mon âge ou même de ma condition ou de ma pensée. Donc, j'imagine être dans un espace où tout d'un coup, il y a que finalement 2 générations. Puis il manque la dernière. Et ça, c'est pas normal en fait. La vie en communauté, elle est importante parce qu'elle regroupe tout le panel de la société. Et eux ne voient quasiment pas d'adolescents, ni enfants, ni tout petits. Et tu l'as ressenti du coup quand tu vas avec tes enfants, tu ressens des deux côtés en fait que... Ah mais c'est super pour les gens qui vivent dans les EMS, c'est super pour les équipes. Et puis mes enfants, ils ont appris des chansons. Je me souviens, je me disais ouais, c'est dommage parce qu'il y a plein du répertoire en fait traditionnel ou de la chanson francophone ou de la chanson suisse carrément traditionnelle suisse. Et je me disais c'est dommage parce que il jouait avec des Lego puis en fait 2 jours après il chantait des chansons. Mon fils comme ma fille, ma fille j'ai pu la ramener après le Covid, là, après cette période où de toute façon on n'entrait plus dans les établissements. Mais vraiment et ça c'est le double bénéfice d'amener les enfants dans la vie professionnelle. Alors c'est pas toujours simple quoi mais oui, c'est effectivement ça dépend des professions. Un médecin ou une médecin urgentiste ne pourra pas amener son enfant voilà, mais il y a quand même un panel de professions ou de temps en temps. Ouais. Je dis pas tous les jours. Hein. Mais même pour l'enfant, c'est vrai que de voir, tu vois, là, on en parlait avec ma fille aussi. Le fait de voir, en fait, qu'est-ce que maman, elle fait, qu'est-ce que papa fait à son travail aussi. C'est hyper important parce qu'on y passe des journées entières et juste le raconter, c'est pas suffisant, mais c'est vrai que pouvoir se glisser un peu dans la peau de l'autre et de le partager avec ses proches, ce serait essentiel. Et puis surtout, elle participe activement, en fait. Enfin, activement, non. Elle participe, c'est pas passivement non plus. Elle participe à ce qui se passe, en fait. Je vois parce qu'elle me regarde, elle donne son doudou, compatit. Oui, c'est dur, un tour d'accouchement. Oui, elle réagit à tes émotions, c'est vrai, en fonction du ton que t'as eu. En fonction du ton que j'avais, elle me donne un petit doudou, me regarder comme ça. Donc c'est aussi une transmission, en fait, qui est en train de... Enfin, voilà, c'est un peu la sensation que j'ai eue quand j'emmenais mes enfants à l'EMS et que je chantais des vieilles chansons, c'était que on était en train de leur transmettre quelque chose. Et si on coupe, ça parle beaucoup de tout ça en fait. Comment on emmène les enfants dans le milieu professionnel, comment on les emmène dans le monde globalement. Ça parle de la manière dont on leur transmet les choses. Est-ce qu'on leur transmet les choses uniquement institutionnellement, puisque c'est plus ou moins le cas. Alors le cadre de la famille, des amis et l'institution. Ou alors est-ce qu'il y a quand même à accepter que ils soient là au milieu de. Et c'est ce que j'aime bien dans le tout doux aussi quand on joue, c'est qu'ils sont en même temps spectateurs et puis en même temps ils bougent, ils viennent voir les instruments.
Ils se collent, ils participent en fait à ce qui se passe. Oui, encore une fois, ils sont très sensibles, déjà à la musique, mais le fait aussi de pouvoir être tout près des instruments, de pouvoir te voir chanter. Moi, j'ai trouvé super intéressant ce que tu disais sur la participation des enfants, pas participation, mais sur leur présence dans notre univers professionnel. Ouais. Il y a ces derniers temps, et justement avec le podcast et tout, je me pose de plus en plus de questions sur notre façon de travailler, sur le fait qu'en tant que parents, on doit vraiment travailler comme si on n'avait pas d'enfants, mais on a des enfants, donc du coup on est forcément préoccupé, on a une charge mentale, une organisation qui est complètement différente d'avant. Mais en même temps, on a beaucoup envie de prouver qu'on n'est pas non plus complètement en retrait, on a quand même envie de travailler, on a quand même envie de faire beaucoup de choses, et c'est super difficile de trouver le juste milieu et de trouver son rythme aussi. Ben, je sais que dans le milieu artistique globalement, c'est ce qui a été difficile. Je me suis rendu compte quand Hakim est né que j'avais pris 2 ou 3 ans dans la vue. Ouais. C'est-à-dire que comme je me suis pas préparée, j'avais pas compris professionnellement, j'ai 2 ou 3 ans, c'était énorme. C'est choquant, quoi, tout d'un coup. Donc pour elle, là, j'ai préparé énormément, mais par contre, j'étais beaucoup plus fatiguée. Préparer, c'est quoi exactement? C'est-à-dire, j'ai préparé l'après. Mais c'était un petit peu violent, en fait. J'ai joué elle est née en février, début février. Oui. J'ai joué jusqu'en décembre, début décembre, je crois. Après, bon, je me suis retirée de la vie professionnelle. Et j'ai repris, justement, sur la création du Tout Doux au Théâtre Amstramgram en avril. Donc ça veut dire que je donnais des tétés, je sais plus comment. Non, elle tétait déjà plus. Mes parents étaient dans la loge d'Amstramgram avec la petite, et entre deux, je venais, peut-être je lui donnais le sein, mais il fallait que je lui donne le biberon parce qu'elle acceptait personne d'autre. Je ne sais plus, mais en tout cas, il y avait ce truc de revenir, qui est la vie professionnelle avec un enfant. Et moi, je fais des spectacles pour les jeunes enfants, donc j'ai cet espace-là. Je peux tout d'un coup dire, je vais faire 3 spectacles dans la journée et ça dure que 25 ou 30 minutes, donc ça gère. Et je travaille en plus avec Anne-Laure. C'est vraiment un espace protégé. C'est privilégié d'avoir cet espace. C'est privilégié. Je serais restée dans la vie du soir et dans les musiques actuelles. Moi, les échos que j'ai, c'est pas la même. Justement, comment est-ce que tu as fait la transition, en fait, entre ta vie professionnelle où justement tu as constaté après l'arrivée et la naissance d'Hakim que c'était compliqué par rapport au rythme? Comment est-ce que ta réflexion elle a changé à te dire j'aimerais être dans un univers beaucoup plus doux, un peu plus bienveillant aussi? Je crois que j'ai pas réfléchi. J'arrivais à la fin, en fait, d'une histoire avec ce projet-là qui était un projet chanson que j'aime beaucoup, mais chanson très pop comme ça. C'était difficile de toujours avoir des contrats précaires, avec aussi peu de soutien, je trouve, pour les musiques actuelles. Et à un moment, j'ai un peu lâché, ce qui m'a permis d'aller vers autre chose. Quand j'ai commencé à penser à ça, ma cousine est metteur en scène et elle m'a aidée là-dessus. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle a dit mais ça, je pense que c'est un très beau projet. Moi, je fais la scénographie. Et voilà, et on s'est retrouvés entre femmes. Et je me souviens, elle m'a dit que je voulais travailler avec des femmes. C'est un milieu extrêmement masculin, le milieu musical. J'en avais marre, parce que je devais quand même encore pousser les murs, ce qui est plus le cas maintenant. Ouais. Maintenant, je peux travailler avec des hommes comme des femmes, mais à ce moment-là, j'avais du mal à trouver ma place. Et donc, je suis allée vers des femmes. Et dans ce milieu de femmes, dans ce projet-là, c'était vraiment très doux, quoi. C'est sûr. C'était très, très doux. Et du coup, tu as créé le Tout Doux, c'est toi qui l'as monté? Alors, oui, moi, j'ai créé toutes les musiques, tous les arrangements. Et après, Delphine Lanzac elle a fait la scénographie, c'est-à-dire elle a choisi ses tapis qui liment, les couvertures, toute cette ambiance en fait, tout le décor. Et finalement, Hakim a fini par faire ses nuits dans tout ça, au milieu de tout ça, ou bien t'as juste dû te résigner à ce qu'il ait son propre rythme et puis te coller? Ah non, mais clairement, ça a pas du tout marché. Je suis navrée, moi j'adore ces berceuses. Ça a servi à l'apaiser, vraiment. C'est déjà énorme. Mais c'était vraiment... Et de temps en temps, il s'endormait. Il me les a demandé pendant très très longtemps. Et ma fille me les demande maintenant, avant de dormir. Ça a fait des miracles sans faire des miracles. Ouais. Mais lui, il a fini par dormir, comme... Maintenant, il dort très très bien. Et il dort plus dans mon lit, enfin, voilà, je veux dire.
C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, à 13 ans, 12 ans, 15 ans, il dormira plus dans mon lit. Et il dormira ou pas, mais après, il se débrouille. Si tu avais quelque chose à transmettre à des parents, et je te pose souvent cette question de savoir ce qui te plaît, toi, aujourd'hui, dans la parentalité. À la première question, si je devais transmettre quelque chose, je dirais de garder la ligne de ses convictions. Parce que souvent, elle est ébranlée par la société autour, par une certaine pression sociétale. Et il n'y a pas vraiment de raison. Et c'est pas facile de garder sa ligne. Enfin, je veux dire, moi, je la perds très très souvent. Et la parentalité est créative. Oui, Il faut aller chercher des ressources inexplorées. C'est une joyeuse créativité. Faut tout le temps improviser, en fait. On est des improvisateurs constants, donc ça, je trouve très beau. Merci infiniment, Blandine, Merci, pour cet Anna. échange un peu rock'n'roll, mais c'était super. Rock'n'roll, c'était cool. Et j'aurais encore 1000 questions à te poser, mais c'était vraiment super enrichissant. Merci de tes questions. Et merci de cette idée, parce que voilà, ça pousse plus loin les choses. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite sur Parenthood. Il y a des arbres que tu ne connais pas encore le long de la rivière. Il y a des arbres dont tu ne connais pas le nom. Le long de la rivière, il y a des fleurs que tu ne connais pas encore. Le long de la rivière, il y a des fleurs dont tu ne connais pas le nom. Le long de la rivière, aujourd'hui le soleil a tapé sur ta peau. Il a maintenant les yeux clos. Aujourd'hui le soleil a tapé sur ta peau. Il est temps, ma merveille, de faire dodo. Tu es né d'un rêve d'amoureux. Oh, heureux d'un scintillement dans ses yeux. Oh, heureux, on a pris tous les chants d'oiseaux. Oh, pour créer l'éclat de ta peau. Tu n'es pas né dans un château. La nuit assombrit tout. Des veilleuses plein le ciel. Et le soleil à ton réveil. Tu peux dormir, mon amour, jusqu'au retour du jour. Il y a pour toi un ange dans ton lit. Il est tendre, il est chaud, plus doux que ma peau. Il est fait de calme et de caresses. Dans ses bras
Dans ses bras de plumes, en paix tu te